Hello, je voudrais aborder un sujet avec vous, un sujet, je pense, qui concerne tout le monde. Et avant d'aborder ce sujet-là, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que les messages, les informations que je vous donne sur cette chaîne vous conviennent. Si oui, si vous les trouvez pertinentes, percutantes, intelligentes, abonnez-vous au compte, partagez les vidéos, likez-les. Alors, j'ai assisté et ça m'a vraiment brisé le cœur. J'ai assisté à une famille qui s'entre-déchire parce que le père est parti, est décédé, et qu'il n'a pas fait de testament, il n'a pas laissé de testament. Et aujourd'hui, la famille est divisée. Bataille juridique pour les partages de biens, c'est déplorable. Et ce cas-là, on en trouve légion, légion, légion. Et je me suis dit, il faut qu'on en parle. Parce que s'il y a une chose pour laquelle, ou du moins au sujet de laquelle nous sommes tous d'accord et dont nous sommes tous sûrs, c'est que nous allons mourir. C'est une certitude qui n'est pas à discuter. Mais pourquoi on agit comme si la mort nous surprenait à chaque fois? Nous, les Africains, ce n'est pas dans nos cultures d'apprêter, ne serait-ce même que nos funérailles, et encore moins d'apprêter la vie après notre mort. Aujourd'hui, avec tous les déboires auxquels on peut assister, les palabres dans les familles, les divisions, après tout ça, je pense que chacun devrait s'atteler à préparer la vie des siens après sa mort. C'est important. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous du testament. Le testament, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à l'élite ou à des bourgeois ou à des riches. Le testament, c'est un document légal qui est destiné à tout être humain. Au même titre que vous faites votre extrait de naissance ou que vous allez faire établir votre carte d'identité, vous devez pouvoir faire votre testament. C'est important. Ça permet de canaliser les choses, ça permet d'éviter des palabres inutiles, ça permet de pouvoir maintenir la paix et la stabilité après votre décès. Les Africains n'aiment pas parler de la mort, mais pourtant, on sait combien de fois on dépense des sommes faramineuses pour faire des enterrements. Mais après l'enterrement, qu'est-ce qui se passe? La déchirure. Quand le pilier de la famille est vivant, on constate une forme d'unité, une forme de symbiose. Mais le jour que ce pilier-là disparaît, c'est comme un jeu de cartes qui s'écroule et patatrac, la famille est disloquée. Nous pouvons éviter cela en établissant un testament. Alors, tout simplement, c'est quoi un testament? Un testament, c'est un document, un papier sur lequel vous écrivez vos volontés. Et ces volontés-là doivent être appliquées après votre décès. Il existe différents types de testaments. Le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique. Le testament holographe, c'est un testament qui ne va pas vous coûter grande chose. On le dit holographe parce que vous-même, en tant que personne, vous prenez une feuille, n'importe quelle feuille, n'importe une feuille blanche, une feuille rame, une feuille qui a été déchirée dans un cahier, qui a été déchirée dans un agenda, n'importe quelle feuille. En tout cas, tout support sur lequel on peut écrire et que votre écriture puisse être lisible, quelle que soit la durée. Donc, vous prenez un papier, vous écrivez sur ce papier-là vos volontés. Quand on parle de volonté, on parle de quoi? Donc, dans le testament, vous pouvez marquer vos biens. J'ai une tasse, j'ai un bracelet, j'ai une tablette, j'ai un collier, j'ai une montre. Ce sont mes biens. Ça peut être des biens comme ceux que je viens de citer, comme ça peut être une maison,
Ça peut être un terrain, ça peut être une voiture. En tout cas, tout ce qui m'appartient, tout ce dont je suis propriétaire. Dans le testament, on ne va pas venir léguer un bien qui ne nous appartient pas. La terre de ta sœur, la maison de familiale, ce n'est pas à toi. Donc, dans le testament, on ne met que les objets pour lesquels nous sommes effectivement propriétaires. Et lorsqu'on liste tout ce dont on possède, on décrit à qui on veut les léguer, à qui on veut transmettre. Ma tasse, donnez-la à X. Mon bracelet, donnez-le à Y. Mon collier, donnez-le à Z. On décrit les personnes, on met le nom des personnes à qui on veut transmettre chaque chose. Dans le testament, on peut aussi dire qui va être chargé d'exécuter mes dernières volontés. Donc, ma dernière volonté, c'est peut-être que quand je veux mourir, je veux qu'on m'enterre dans mon village. Et pour être sûr que cela va être fait, je nomme Pierre pour dire que Pierre est celui-là qui va être chargé de faire exécuter ma volonté d'être enterré dans mon village. Donc, dans le testament, on peut décrire, mettre le nom de la personne qui va exécuter nos dernières volontés. Dans le testament, on peut aussi dire comment on souhaite que son corps soit traité. J'entends par comment le corps doit être traité, comment on souhaiterait que nos funérailles soient organisées. Tout simplement, je veux que pendant mes funérailles, tout le monde soit habillé en rose, je veux une fanfare, je veux un cercueil en marbre, je veux une messe à l'église, je veux tel choral. Vraiment, toute l'organisation de vos funérailles, vous pouvez l'inscrire dans votre testament. Dans le testament, quand on parle de notre corps aussi, je peux écrire dans mon testament que si je meurs, par exemple, sans maladie, et que tous mes organes, lorsqu'on m'emmène à l'hôpital, tous mes organes vitaux sont en bonne santé et peuvent être donnés à quelqu'un qui attend un organe, je mets dans mon testament que si je meurs, que mes organes sont en bonne santé, je veux qu'on fasse don de mes organes. Donc, voici autant de choses sur le traitement de notre corps qu'on peut mettre dans le testament. Dans le testament aussi, vous pouvez reconnaître un enfant, oui. Ça arrive, mais pour les hommes, hein. On fait un enfant et puis on ne l'a pas reconnu. Et au moment où on a vieilli et tout, on se rend compte que, on a mal fait. L'enfant qu'on n'a pas reconnu là. On peut mettre dans le testament que telle personne qui se nomme tant, je reconnais que c'est mon enfant. Je ne l'ai pas reconnu à telle période, mais je suis convaincue que c'est mon enfant et que je veux qu'il fasse partie de comme on appelle ça, de mon héritage. Dans un testament, on peut aussi nommer le tuteur pour ses enfants. Si je meurs tôt, que mes enfants sont petits, voici la personne que je veux qui veille sur mes enfants, l'argent que je vais laisser pour mes enfants, je veux que ce soit cette personne-là qui gère. Donc, voici autant de choses qu'on peut mettre dans un testament. Donc, j'étais en train de parler du testament holographe, c'est-à-dire, c'est vous-même en tant que personne qui prenez un bout de papier, une feuille propre au moins, vous écrivez, voici mes volontés, voici. Il y a un seul point qui ne peut pas vous être permis de faire seul, c'est la reconnaissance d'un enfant. Si vous faites un testament holographe et qu'à l'intérieur de ce testament holographe, vous voulez reconnaître un enfant, alors vous êtes obligé à ce moment-là de partir devant un notaire pour faire la reconnaissance de l'enfant. S'il n'y a pas de reconnaissance d'enfant, vous pouvez le faire seul à la maison chez vous. Une fois que vous avez fini de rédiger votre testament, vous en parlez à une ou deux personnes maximum, mais des personnes de haute confiance. Vous leur informez de ce que j'ai rédigé un testament. Ils ne sont même pas obligés de savoir le contenu du testament. Donc, vous informez ces deux personnes de confiance-là et ensuite, vous les informez aussi du lieu où vous allez garder ce testament. Parce que si vous rédigez un testament que personne n'est informé, que personne ne sait où vous l'avez gardé, lorsque vous allez mourir, rien ne sera fait. Et si par hasard, quelqu'un tombe là-dessus, si c'est une personne de mauvaise foi,
elle va déchirer le testament. Si vraiment c'est pas en sa faveur et qu'elle est méchante, elle va déchirer et personne ne pourra véritablement appliquer vos dernières volontés. Donc, une fois que vous avez rédigé cela, vous pouvez aussi, pour donner un peu plus de force à votre testament fait par vous-même, sans notaire, aller faire enregistrer ce testament-là au niveau de l'administration fiscale. Vous pouvez faire enregistrer, ça va vous coûter quelque chose de pas grand-chose, vous pouvez le faire enregistrer. Une autre option, vous-même vous rédigez et puis vous partez trouver un notaire, pour dire au notaire, bon, j'ai rédigé mon testament, mais je voudrais que vous le gardez. Alors le notaire va le prendre, moyennant quelque chose bien sûr, il va procéder à l'enregistrement et puis le jour que vous décédez, votre testament sera ouvert. Alors ça, c'était le testament holographe. Le testament authentique, c'est un testament qui se fait devant notaire. Donc, vous vous levez, vous cherchez un notaire, vous partez, vous prenez rendez-vous chez le notaire. Évidemment que c'est payant. Donc, le notaire va vous fixer son tarif. Vous dites au notaire, je veux faire mon testament. Voici ce que je veux faire, mettre dans mon testament. Et lorsque le notaire va rédiger ce testament, vous allez devoir fournir 2 témoins. À défaut de 2 témoins, vous allez demander au notaire de fournir un deuxième notaire, lui qui va servir de témoin. Et lorsque tout ça est rédigé, le notaire va procéder à l'enregistrement et il va conserver à son cabinet, là où il faut, il va conserver ce testament-là. Et lorsque vous allez décéder, le notaire va ouvrir le testament. Le troisième testament qui existe, c'est le testament mystique. Je souris parce que certaines personnes, dès qu'elles entendent mystique, leurs cheveux se dressent. Rassurez-vous, ça n'a rien de spirituel. On l'appelle mystique tout simplement parce que quand vous partez voir le notaire, même le notaire ne sait pas ce qui est écrit. Donc, c'est un testament où vous seul vous écrivez, vous mettez dans une enveloppe, bien fermée, scellée, et vous remettez au notaire. Donc, le notaire, il fait rien. Lui, il ne va que garder le document. Et lorsque vous décédez, le notaire met en place ce qu'il faut mettre en place pour l'ouverture et ces séances tenant devant tous ceux qui sont censés hériter de vous, que le notaire va ouvrir l'enveloppe et lire. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle mystique, puisque même le notaire ne connaît pas le contenu. Donc, voici les 3 formes de testament qui existent et je vous exhorte vivement. Père, mère, faites rédiger vos testaments. Ne dites pas, ah, mais pourquoi? Est-ce que je vais mourir? Non, on n'attend pas de mourir parce que quand vous êtes mort, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, le testament, ça se fait quand on est lucide. J'en viens. Il y a des conditions pour pouvoir écrire un testament pour que ce testament-là soit valable. Vous devez être lucide, vous devez être sain d'esprit. Oui, c'est important. Vous devez être sain d'esprit, vous ne devez pas être sous tutelle. Il y a ces conditions-là à remplir. J'en viens donc aux conditions pour pouvoir écrire un testament, pour que ce testament-là soit valable et qu'il soit le moins possible attaquable, discutable. Donc, premièrement, il faut être sain d'esprit. C'est capital, avoir toute sa tête, toute sa lucidité. Donc, quelqu'un qui est mourant, qui est grabataire, qui ne peut même pas prendre soin de lui-même, qui n'a pas toute sa conscience, si vous rédigez un testament à ce moment précis-là, il va être attaqué par vos ayants droit, tout simplement, parce que le caractère sain d'esprit aura manqué. Ensuite, il faut avoir la capacité juridique à gérer ses biens. Oui, capacité juridique. Il y a des adultes qui, à cause de leur comportement, parce que soit peut-être ils peuvent être addicts à la drogue ou bien à l'alcool, ils sont sous tutelle et ils n'ont pas la responsabilité juridique de pouvoir administrer leurs propres biens. Donc, avoir la capacité juridique à gérer ses biens, deuxième critère. Et troisièmement, il faut être majeur. Et si on est mineur, au moins, il faut être mineur de plus de 16 ans. Donc, voici les 3 conditions, voilà, qu'il faut au minimum remplir. Et puis, la dernière que je voudrais ajouter, c'est que le contenu de votre testament
ne doit pas être contraire à la loi. Il y a un minimum que la loi a prévu en termes d'héritage par rapport à vos ayants droit. Donc vous ne pouvez pas aller en deçà de ce que la loi a prévu, mais vous pouvez bien partir au-delà de ce que la loi a prévu. Donc ça va m'emmener en ce moment précis là à partager avec vous ce que la loi a prévu. Lorsque vous n'avez pas de testament, voici comment vos biens pourront être répartis. Sans testament, qui seront vos héritiers? C'est important à savoir et peut-être que ça va vous motiver à aller faire votre testament. Pour ceux qui sont mariés, vraiment, faites vos testaments. C'est vrai que la loi a déjà établi certaines choses, mais la loi plus votre testament, vraiment, comme on dit, c'est du béton. Vous êtes sûr que ni votre femme, si c'est un mari qui décède, ou encore ni votre époux, si c'est une femme qui décède, encore jamais vos enfants ne vont être spoliés dans leurs droits. Sans testament donc. Premier cas de figure, si vous êtes marié et que vous n'avez marié avec des enfants et que à votre décès, vous n'avez pas établi de testament, l'héritage sera réparti comme suit. Un tiers pour l'époux survivant et les 2 tiers vont partir chez vos enfants. Il faut toujours appliquer d'abord la règle du patrimoine familial et du régime matrimonial. Est-ce que vous êtes marié sous la communauté de biens ou sous la séparation de biens? Deuxième cas de figure, vous décédez, vous n'êtes pas marié légalement, mais vous avez des enfants. La loi dit 100%, la totalité de vos biens va revenir à vos enfants. Votre conjoint de fait n'a droit à rien. Je sais qu'il y a eu des modifications au niveau de la loi, mais ça encore c'est à préciser. Je m'informe là-dessus et je ferai au besoin une autre capsule pour vous dire les modifications. Je pense que le conjoint non marié, qu'est-ce que la loi réserve pour lui? Mais au moins retenez ça. Donc si vous ne voulez pas que ça vous arrive, ceux qui font 10 ans d'études pour étudier une femme avant de l'épouser, là, pardonnez. Épousez les femmes là maintenant, pardonnez. N'attendez pas que quelque chose arrive, vous décédez et puis on va vilipender la femme, la mettre à la porte. Non, pardonnez. Et puis surtout, n'attendez pas d'être sur votre lit de mort pour chercher à vous marier. Quand vous êtes debout en forme, là, mariez-vous. Alors, je referme rapidement la parenthèse. Troisième cas que je vais évoquer. Vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, vous avez des parents vivants. Quand je dis parents, je parle de père et de mère. La loi dit, si dans ce cas d'espèce, vous n'avez pas de testament, 2 tiers de vos biens vont revenir à votre épouse et le 1 tiers à vos parents, c'est-à-dire à votre papa et à votre maman. Si l'un de vos parents est déjà décédé, l'autre parent vivant va avoir la totalité des 1 tiers. Vos frères et sœurs n'ont droit à rien dans ce cas de figure parce que soit le père, soit la mère ou les 2 parents sont vivants. Autre cas, vous êtes marié, vous n'avez pas de parents et vous n'avez pas d'enfants. La loi dit en ce moment précis que les 2 tiers de vos biens vont revenir à votre femme ou à votre mari, selon le cas, et le 1 tiers des biens restants, vu que vous n'avez ni père et mère, ni enfants, les 1 tiers de vos biens vont revenir à vos frères et sœurs. Si l'un de vos frères ou une de vos sœurs est morte ou mort, sa part est redistribuée aux frères qui sont vivants. 5e cas de figure, vous n'êtes pas marié légalement. Vous n'avez pas d'enfants, mais vos pères et mères ou l'un d'entre eux est vivant.
ainsi que vos frères et sœurs, la loi dit, la moitié de vos biens vont revenir à vos parents et l'autre moitié va être partagée entre vos frères et sœurs. Le conjoint de fait, la personne qui a partagé votre vie, que ce soit l'homme ou la femme, n'aura absolument rien malheureusement parce que vous n'avez pas été marié. Si l'un de vos frères et sœurs est décédé, sa part va revenir à ses enfants, c'est-à-dire vos neveux et vos nièces. Et pour terminer, le dernier cas de figure, c'est vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de parents, 100% de vos biens vont revenir à vos frères et sœurs. Évidemment, encore une fois, vous n'êtes pas marié, donc la personne qui est restée avec vous jusqu'au soir de votre vie n'aura absolument rien. Si vos frères et sœurs qui doivent recevoir les 100%, il y en a un qui est décédé, sa part va revenir à ses enfants, c'est-à-dire vos neveux et vos nièces. Chers messieurs, chères madames, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué et que ça va faire tic, tic, tic et que vous n'allez pas avoir peur de rédiger vos testaments. Ça n'a rien de morbide. Rédiger son testament, ça ne veut pas dire que pour ceux qui sont spirituels dans un certain sens, j'ai dit mal éclairé, rédiger son testament, ça ne veut pas dire appeler la mort sur sa vie. Non. Rédiger son testament, ça veut simplement dire que vous êtes une personne adulte responsable et que vous voulez faire en sorte que après vous, il n'y ait pas de division, que tout soit bien réparti au mieux. La paix qui règne quand vous êtes vivant, faites en sorte que cette paix-là demeure après vous. C'est en cela qu'on peut témoigner la réussite de la vie de quelqu'un. Faites vos testaments. Et j'ai envie même de dire, vous avez le droit de partager aussi vos biens de votre vivant. Ça aussi, c'est possible. Donc, vous ne voulez peut-être pas faire de testament pendant que vous êtes pendant que vous êtes bien vivant. Appelez chacun de vos enfants. La voiture, c'est pour toi. Vous faites les papiers, c'est fini. La maison, c'est pour toi. Et puis, on n'en parle plus. Quand vous êtes mort, tout a déjà été partagé. Quelqu'un ne va pas venir faire la sorcellerie pour venir dire que non, pourquoi papa t'a donné ça, pourquoi maman t'a donné ça. Ça a été partagé clairement. Et puis, chacun vit sa vie.